Niché au cœur de la Sologne, en région Centre-Val-de-Loire, l'Observatoire radioastronomique de Nançay est l'un des principaux observatoires radio au monde. Mais ici, pas de télescope optique pour explorer le cosmos dans la lumière visible. Non, les chercheurs captent les ondes radioélectriques émises par les objets célestes avec des radiotélescopes. Fusion de trous noirs, recherche d'exoplanètes, rotation de pulsars. Ces ondes radio venues des confins de l'univers sont émises par de nombreux phénomènes cosmiques qui recèlent encore bien des mystères. Nous vous emmenons à la rencontre de radioastronomes qui, depuis l'Observatoire de Nançay, recueillent et analysent ces ondes radio pour mieux comprendre notre univers. Ismaël Cognard est astrophysicien. Il nous fait découvrir le radiotélescope décimétrique géant, un instrument monumental, le 4e plus grand radiotélescope au monde. Derrière nous, on voit le miroir plan, qui est le miroir sur lequel se fait la première réflexion des ondes radio. Il fait 200 mètres de large, 40 mètres de haut. Il est constitué de 10 panneaux qui font 20 mètres chacun. Chacun fait 50 tonnes, donc chacun a son moteur. Et en fait, on a besoin de beaucoup de puissance électrique pendant un court temps, quelques minutes, le temps de bouger le miroir. Et en fait, on a notre propre groupe électrogène qui produit l'électricité pour alimenter ces 10 moteurs. Alors avec ce grand instrument-là, on n'attrape pas des papillons, hein, on attrape des ondes radio. Donc quelque chose qui est un petit peu comme la lumière, mais pas la même couleur. Et cet instrument-là, il va servir à concentrer le maximum d'ondes radio qui provient d'astres extrêmement lointains dans le ciel. Donc il va y avoir un premier miroir qui va aller chercher les ondes à différentes hauteurs dans le ciel, qui va les faire se propager sur le long du sol au-dessus de nos têtes pour aller sur le deuxième miroir qui est sphérique et lui qui va, comme un entonnoir, qui va tout concentrer sur un récepteur qui est situé dans le chariot mobile qui est là-bas. C'est dans ce chariot, qui peut glisser sur une distance de 80 mètres, que les ondes radio venues du fin fond de l'univers sont concentrées puis converties en signaux électriques. Pour avoir le moins de parasites possible, ce que l'on appelle le bruit, tous les instruments placés à l'intérieur du chariot sont refroidis à des températures proches du zéro absolu, c'est-à-dire environ moins 270 degrés Celsius. Ensuite, les signaux électriques sont envoyés à quelques centaines de mètres de là, dans la salle de contrôle, centre névralgique de commande du radiotélescope de Nançay. L'installation est entièrement grillagée pour éviter que les ondes produites à l'intérieur ne viennent polluer les signaux reçus par le radiotélescope. Et ça, les FRB, tu as reçu les fichiers? Les fichiers, oui, Ismaël m'a tout envoyé. Ok, bon, parfait. Voilà. Alors ici, on est dans la salle de contrôle du télescope. C'est ici qu'on contrôle tous les éléments, les miroirs, les mouvements du chariot, les récepteurs, toute la chaîne de réception d'un bout à l'autre. Et ça, c'est le travail de Daniel, qui est ici présent, qui est observateur au radiotélescope. Donc ici, par exemple, l'écran de gauche, on a représenté tout en haut les 10 miroirs qui représentent le miroir mobile, qui sont alignés sur un axe est-ouest. Et puis en dessous, on a tout un tas de drapeaux, on va dire, qui nous indiquent si le groupe électrogène qui produit l'énergie pour tel miroir est ainsi, si le frein qui bloque tel autre miroir, il est dans la bonne position, etc. Donc on a toute une suite, une série de capteurs qui nous permettent de contrôler vraiment l'état complet de la mécanique. Et puis de l'autre côté, on a vraiment l'autre bout de la chaîne, c'est le signal en fonction du temps. Hein, ici, on a une échelle temporelle. Ici, c'est des volts, c'est la tension qu'on mesure à la sortie du détecteur. Et donc, on a en temps réel l'intensité du signal qui arrive sur ce genre de signal. On va voir les parasites qui arrivent. Donc, les parasites, c'est effectivement des téléphones portables, les gendarmes qui communiquent entre eux, un radar pour l'aviation civile qui se met en route à un moment donné. Donc, tout ça effectivement, on peut le traquer. On a une oreille qui fait 7000 m² de surface. C'est-à-dire que quand on compare à la petite antenne d'un téléphone portable, là, on a 7000 m². Donc on est beaucoup plus sensible. Grâce à ce radiotélescope ultrasensible, les astrophysiciens réussissent la prouesse de capter des signaux lointains du cosmos en ondes radio. Des ondes qui peuvent être le signe de la fusion de trous noirs par exemple, ou encore de la présence de pulsars, un objet devenu l'une des spécialités de l'Observatoire de Nançay. Le pulsar, c'est une grosse étoile qui à la fin de sa vie a explosé. Et ça fait un même phénomène que celui du phare au bord de la mer. Vous avez deux faisceaux radio qui sont attachés à l'étoile et qui tournent avec.
Et donc à chaque rotation de l'étoile, vous avez un faisceau radio qui passe devant le radiotélescope. Et si on transformait ça en ondes sonores, on entendrait bip, 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 bip. Et si on le met sous forme graphique pour une étude scientifique, ça vous donne ce genre de signal. L'étoile a son cône qui balaye l'espace, on ne le voit pas. Et là, l'étoile est dirigée vers nous. Et ce que fait le télescope, c'est déterminer le plus précisément possible l'instant auquel arrivent ces bips. Avec ce télescope, par exemple, pour cet objet-là, qui s'appelle 1909-3704, hein, c'est son nom, on est capable de dater l'arrivée de l'impulsion radio à une vingtaine de milliardièmes de seconde, alors qu'elle s'est propagée pendant des milliers d'années dans notre galaxie. La régularité est quasi parfaite, et ça va pouvoir servir à faire plein d'études, même des études de physique fondamentale. Ces pulsars ultra denses et compacts permettent aux chercheurs d'étudier des événements physiques impossibles à reproduire sur Terre. En observant régulièrement un ensemble de pulsars, il leur a même semblé possible de mesurer les lentes déformations de l'espace-temps. Une autre application qui est celle qui nous occupe vraiment beaucoup en ce moment, c'est l'utilisation des pulsars, ou même des réseaux de pulsars, d'un ensemble de pulsars, comme un détecteur d'ondes gravitationnelles. Alors ça vient du fait que ce que nous prédit la relativité générale d'Einstein, c'est qu'il y a un lien très fort entre la géométrie de l'espace-temps et son contenu en masse, et donc quand on agite les masses, finalement ça perturbe la géométrie, et cette perturbation se propage à la vitesse de la lumière, et c'est ce qu'on appelle une onde gravitationnelle. Cette onde gravitationnelle, quand elle passe par un détecteur, ou par nous, sur Terre, elle va déformer à la fois le temps et l'espace. Ça déforme l'espace et le temps, et donc la régularité du tic-tac des horloges qu'on observe à travers les pulsars. Les pulsars sont donc des horloges naturelles d'une extrême précision. Le dérèglement, même infime de leur tic-tac, indiquerait donc l'existence d'ondes gravitationnelles probablement provoquées par la présence de couples de trous noirs supermassifs prêts à se percuter. Cette découverte récente est le résultat d'une collaboration entre les plus grands radiotélescopes du monde, dont celui de Nancy. L'observatoire abrite sur ses 150 hectares d'autres instruments, toujours pour observer l'espace en ondes radio, mais dans des gammes de fréquences bien différentes, avec, là encore à la clé, l'étude d'astres et de phénomènes mystérieux. Sur le site de Nancy, à part le grand radiotélescope décimétrique et le radiohéliographe, on a caché derrière les arbres ici des antennes en forme de queue de cochon, c'est des hélices de 9 mètres de haut qui s'appellent le réseau décamétrique, qui date des années 70 et qui observe exclusivement Jupiter et le Soleil à des fréquences très très basses. On a depuis 2010 la station LOFAR, Low Frequency Array, réseau basse fréquence. Ici, chaque groupe d'antennes a des formes adaptées au type d'onde que les astronomes souhaitent étudier, en forme de pic, de cône ou de parasol. En 2019, un nouvel instrument a été inauguré, lui aussi parmi les plus puissants du monde dans sa gamme de fréquences, un champ d'antenne appelé Nénuphar. Ici, c'est Nénuphar, c'est le dernier né en fait des instruments de Nancy. Donc c'est un instrument qu'on a conçu et réalisé ici et qui est formé de 2000 antennes. C'est 2000 antennes, mais ce n'est pas 2000 antennes d'un seul tenant. C'est en fait une centaine de groupes de 19 antennes qui vont cette fois-ci être sensibles aux très basses fréquences, c'est-à-dire de 10 MHz, les plus basses qu'on peut observer depuis le sol, jusqu'à la bande FM, 87 MHz. Chaque groupe de 19 antennes est disposé sur un hexagone, et c'est là on va avoir une centaine de radiotélescopes orientables qui fonctionnent en réseau, alors que rien ne bouge ici sur le sol. Tous ces instruments qui explorent le ciel en ondes radio permettent également d'étudier les exoplanètes. Ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil et qui ont des orbites ou des compositions bien différentes de ce que les scientifiques auraient pu imaginer. Alors il y en a vraiment de toutes sortes. Par exemple, ces exoplanètes, les Jupiter chauds, les planètes très proches de leur étoile, celles-là étaient inconnues dans le système solaire. Donc ça a été une vraie surprise. La découverte de ces planètes a remis en cause tous les processus de formation des planètes dans le système solaire, puisqu'on ne peut pas les former là où elles sont. Il faut qu'elles aient ce qu'on appelle migré, qu'elles aient bougé dans le disque de matière où elles se forment. Donc de la même manière, là on a des planètes, probablement des planètes entièrement recouvertes d'eau. On a des planètes qui sont en série de planètes de petite taille comme TRAPPIST. On a des planètes géantes, on commence à détecter des planètes telluriques, certaines dans la zone habitable de leur étoile, donc dans la zone où l'eau peut être liquide. Et si de l'eau peut être liquide sur certaines exoplanètes,
alors la vie s'y est peut-être développée. C'est évidemment l'une des énigmes que l'on cherche à résoudre, mais ce n'est pas la seule quête de ces recherches. Bon, pourquoi on recherche ces exoplanètes avec autant d'acharnement? Bon, il y a au moins deux motivations. Il y a celle du physicien, qui est dans l'astrophysicien. Lui, il veut comprendre le champ magnétique, comment ça marche, comment la surface est protégée, etc. Bon. Et puis il y a aussi, très franchement, aussi l'explorateur, le plaisir de la découverte. Parce que ce sont des signaux qui sont tellement difficiles à trouver en radio qu'aller chercher vraiment le signal dans la forêt de parasites, dans le bruit de fond galactique, c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement motivant. Et c'est une compétition internationale. Compétition, mais aussi collaboration, car les découvertes se font généralement grâce à la mise en réseau de plusieurs instruments. Salut Jean-Mathias. Ça va? T'es où là? Là, je suis à Hambourg. Ah, Hambourg, d'accord, ok. Bon, bah écoute, heureusement qu'il y a Internet, c'est bon. Bon, t'as vu, on a eu des observations de taux Bootis, donc la nuit dernière et cette nuit. Bah, ça tombe bien, je suis justement en train de vérifier si tout s'est bien passé. Ouais. Donc maintenant, ça veut dire qu'elles sont prêtes à réduire. On peut réduire les données. Exactement, ouais. Parce que là, 100 gigaoctets de l'heure... Apparue après la Seconde Guerre mondiale, grâce au développement des radars, la radioastronomie et l'Observatoire de Nancy connaissent un renouveau depuis les années 2010, avec des instruments toujours plus performants qui ouvrent de nouveaux horizons sur la compréhension de l'univers.